Et tout de suite, le journal. On va parler de Manuel Valls investi aux Outre-mer. Il veut se rendre le plus vite possible avec le Premier ministre d'ailleurs à Mayotte. C'est l'urgence, c'est notre priorité, a-t-il dit au moment de la cérémonie de passation de pouvoir. Il a promis d'ailleurs un engagement de la nation pour reconstruire l'île mieux et différemment, dit-il. 240 skieurs ont été évacués, bloqués sur un télésiège dans les Hautes-Alpes aujourd'hui, consécutif à une panne électrique d'ampleur. La station de Super d'Évolué a donc subi une panne de moteur. Image impressionnante d'un hélicoptère du peloton de gendarmerie de haute montagne qui a été utilisé pour les opérations de secours. Aucun blessé n'a été recensé. Notre-Dame, je vous le disais, célèbre à nouveau Noël. Les traditionnelles messes de la Nativité reprennent aujourd'hui et demain. La première qui a débuté à 16h, il y en aura 7. Notre cœur est en fête, c'est ce qu'a lancé l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich. Une joie partagée par de nombreux fidèles qui attendaient ces événements sacrés depuis 2019. On va parler aussi du parquet d'Amsterdam qui a jugé coupables les 5 hommes accusés de violence envers des supporters israéliens. Des peines de 6 mois, 10 semaines, 1 mois de prison ainsi qu'une peine de 100 heures de travaux d'intérêt général ont été prononcées. En novembre dernier, pour rappel, des supporters du Maccabi Tel Aviv avaient été victimes d'une chasse aux Juifs dans les rues d'Amsterdam. 5 personnes avaient alors été hospitalisées. Enfin, on notera ce 445e jour de détention pour des otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. 2 de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer et Ohad. Nous pensons évidemment à eux en ce soir de Réveillon et de Hanouka. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà nos invités, toujours autour de moi. Raphaël Steinville, Léonard Zerbib, François Pupponi et Xavier Roffer. On va revenir à certains de ces thèmes que j'ai évoqués dans le sommaire de notre émission. Mais on a appris aujourd'hui que 2 des condamnés dans le procès de l'assassinat de Samuel Paty allaient bel et bien interjeter appel de la décision de la Cour d'assises spéciale. Il y a là le père de la collégienne, à l'origine de tout, Brahim Chnishna, qui a été condamné à 13 ans de prison, et le prédicateur Abdelhakim Sefrioui, 15 ans, qui font savoir par leurs avocats que cette décision, je les cite, présente l'intérêt de satisfaire les parties civiles et une partie de l'opinion publique. Mais selon eux, ça marque un recul, voire même un abandon de notre état de droit. Et les avocats de poursuivre ainsi, je vous donne l'ampleur des motivations de cet appel. Au-delà de consacrer la condamnation d'un homme innocent, cela revient sur nos principes les plus fondamentaux en matière de droit pénal. J'ai compris que vous avez fait de la politique, pas de la justice. C'est ce qu'avait dit Sefrioui depuis le box. Au-delà de la provocation et l'intimidation, vous savez, de Michael Paty qui a dû partir par une porte dérobée du tribunal, là on est dans la victimisation, maître ? Bon, d'abord, c'est leur droit d'interjeter. Les termes sont incroyables. Bon, c'est leur droit d'interjeter appel. Je n'ai pas suivi l'audience dans le détail, donc c'est pas à moi qui vais porter un jugement sur ce droit qu'ils exercent. En revanche, ce qui m'a le plus choqué, c'est ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire l'évacuation forcée de Michael Paty, de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty. J'entends pas beaucoup les féministes réagir à ce sujet. On les entend réagir à des tas de problèmes. Là, personne. À part, je pense, sur votre antenne, on ne parle pas de cette évacuation qui est quand même très grave, puisque c'est ce qu'elle indique, c'est ce qu'elle a indiqué. Elle a parlé de cris, de regards de haine. De pression qu'elle aurait subi à l'audience. Déjà qu'elle a un statut de victime avec ce qu'a éprouvé son frère, avec le choc que cela peut créer pour la France, qu'elle ait à vivre cela est quelque chose de choquant. Et ce qui m'étonne et me surprend, c'est qu'on n'ait aucune réaction des féministes sur ce sujet. Alors, Xavier Roffer, on a l'impression que se servent dans cette... Hier, on parlait beaucoup de ce papier qui a eu un grand retentissement dans le monde sur l'entrisme, le frérisme en France qui avance masqué. Et on se disait avec les invités qu'ils se servent de tous les leviers à leur disposition et qu'ils ont recours donc à toutes les petites subtilités du droit français pour en effet avancer leurs idées, déjà provoquer, parce qu'en faisant ça, ils font parler d'eux, parce qu'il y a des communiqués. Tout cela participe d'un même effort ? Alors, on ne vit pas sous cloche. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui se passent en France, comme celui que vous venez de décrire, mais les frères musulmans, c'est bien plus, et c'est bien plus vaste que ça. Historiquement, depuis la fondation de la confrérie, vers 1920 en Égypte, chaque fois qu'un pouvoir a voulu temporiser avec eux, a voulu les épargner, à chaque fois, des individus l'ont payé de leur vie. En Égypte, dans les années 50-60,
on a laissé les frères musulmans rentrer dans les universités pour contrer les étudiants communistes. Résultat, des gens l'ont payé de leur vie. Il a fallu les interdire après. Après ça, il a fallu les interdire. Les Israéliens ont pensé jouer avec Arafat, à Gaza notamment, en laissant rentrer des dirigeants des frères musulmans. Après ça, il y a eu des massacres. En Tunisie, partout, le problème est toujours le même. Les Turcs aussi, la confrérie de Fethullah Gülen, qu'ils ont été obligés, après la tentative de coup d'État en 1916, de réprimer durement parce qu'ils s'étaient infiltrés partout, dans la justice, etc. Nous avons affaire à quelque chose qui ressemble, enfin, je n'ai pas l'habitude d'abuser des images médicales, mais c'est un cancer. Ils essayent de s'infiltrer partout, et partout où ils le peuvent, ils le font avec d'autant plus de facilité. Et donc, peut-être vous avez vécu ça sur le terrain. Ils le font avec d'autant plus de facilité que si les islamistes à la Bin Laden apparaissaient à la télévision en disant « on va vous tuer, on va vous égorger », eux, ils arrivent en disant « pourquoi tant de haine et pourquoi, etc. » Vous savez, j'ai eu des grandes discussions avec les frères musulmans en Tunisie. Et là, leur principal dirigeant m'a dit « mais, Cheikh Xavier, tu connais Madame Merkel ?» En Allemagne, j'ai dit oui, quel est le rapport? Il dit, mais Madame Merkel, c'est une démocrate chrétienne. Nous sommes des démocrates musulmans. Voilà, ils sont comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont une autorisation pour porter des cravates, pour se tenir exactement comme absolument tout le monde. Et à la fin, ils ont une persistance et une dangerosité qui est sans égale. Pour qu'on comprenne. Voilà. Il y a un modus operandi qui circule oui. Ils se forment les uns les autres. D'abord, ils sont jeunes, militants, formés et financés. Et le modus operandi, c'est le même. Propre sur eux. Et le modus operandi, c'est le même. Ils s'occupent de tout le champ de la vie de la société. Dans les quartiers, moi je vois, il y a un problème de santé, ils vont aller s'en occuper. Alphabétisation, les cours de soutien scolaire. Il y a un deuil dans une famille, ils vont être là. Il y a un drame dans une famille, ils vont être là. Les clubs de sport. On prend les clubs de sport en charge. Et après, ils avancent leurs idées de manière... Après, ils avancent leurs idées, ils avancent. C'est vrai que quand vous disiez, ils essayent d'être... Je dirais même pire, ils arrivent à être partout. D'accord. Voilà. Et là, il y a eu trois jugements cette semaine. Hein. Le fameux, celui qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et qui est sorti en faisant enlever de la victoire en disant, voilà, super. Bon. Donc à chaque fois qu'il y aura un procès, un jugement, ils vont essayer de pousser la République et ses institutions dans leur retranchement pour dire mais c'est scandaleux. Zelen qui en a remis une couche avec son ticket sur lequel il avait mis Tifada. Et là, ils veulent faire appel pour continuer, parce que c'est ce qu'on appelle le djihad judiciaire. Chaque procès est l'occasion pour eux d'avancer dans leur marche. Rappelez-vous le procès du frère de Mohamed Merah, avec la mère qui était arrivée, des scandales. L'avocat était Dupond-Moretti. Enfin voilà, des hurlements, des menaces. Pareil, à chaque fois qu'il y a un procès, c'est une caisse de résonance pour eux et un moyen de s'exprimer. La prochaine étape, c'est quoi, pour qu'on comprenne? C'est infiltrer, c'est une formation politique? C'est entrer en politique? Ils sont candidats aux élections. Ils le sont déjà. Hein, contre le bras armé. Non, mais c'est déjà le cas. Ils sont candidats aux élections. Non, mais c'est la politique avec des partis. Ah, mais c'est déjà le cas. Non, mais dans les communes. Non, mais la stratégie de dissimulation. Mais les élections locales, ils ont souvent été retoqués. Ah non, pas du tout. Moi, en 2017, j'avais contre moi Sami Deba, président, fondateur du comité contre l'islamophobie en France. Candidat en tant que tel. J'ai eu contre moi une candidate voilée du parti Justice et Liberté, qui était le parti d'Erdogan. Ça reste des partis qui sont quand même parcellaires. Je parle d'un parti qui les représente. Sami Deba a perdu une ville de 42 000 habitants, Garges-Gonesse, à 130 voix. Donc, aux prochaines élections, je suis convaincu qu'ils auront et des députés et des maires. Donc ça va contrecarrer peut-être les plans de LFI aussi, hein, à terme. Oui, mais Xavier Hofer expliquait la stratégie de dissimulation par lequel ils opèrent dès lors qu'ils sont en nombre, parce que c'est bien le nombre qui décide lors de ces élections et qu'ils savent qu'ils sont en mesure de l'emporter sans s'allier soit avec le véhicule de LFI ou hier du Parti Socialiste. Ils le font. Il y a déjà eu un certain nombre de scrutins municipaux et puis je crois que pour les européennes, des listes qui se sont constituées sous l'étendard des musulmans.
de France. Donc oui, ça existe déjà. Et Léonard Zerbi, on pourrait aussi parler de la mansuétude, si ce n'est plus, du Parlement européen à leur égard. On peut parler de la finance un peu, une minute sur quoi, si sur voulez, quelle somme. Une minute, donc comme vous voulez. Voilà, juste une minute. Je vous donnerai la parole. Quand les frères musulmans ont été frappés par la répression en Égypte sous Nasser, qui sont partis, voilà, ils sont partis pour beaucoup en Arabie Saoudite. Ils se sont investis dans la finance islamique. Et donc, désormais, ils contrôlent au Moyen-Orient des sommes colossales. Qui leur permet d'investir dans de nombreux domaines. Léonard Zerbi, pour la conclusion. M. Pupponi tout à l'heure est très intéressant parce qu'en fait, il faut à la fois mener le combat culturel, je suis d'accord, il faut aussi que l'État réussisse à maintenir sa présence partout et son efficacité partout, ce qui est très difficile. Mais en tout cas, il faut éviter que, comme vous dites, il y ait ces grands frères, etc., qui soient là, eux, tout le temps et qui compensent, en fait, les failles de l'État. Donc c'est en ça qu'ils sont très bons. Toutes les failles de notre État... J'ai l'habitude de dire qu'eux, ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous, on fait les 35 heures. Bah oui. Non, mais c'est exactement ça le problème. Une petite pause.